Si tu t'intéresses à la crypto, il y a de fortes chances que tu aies déjà entendu parler des exchanges centralisés comme Binance, Kraken ou encore Coinbase qui sont des incontournables dans l'écosystème. Malheureusement, encore aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup trop souvent des amalgames qui sont faits entre blockchain, crypto-monnaie et échangeurs. Et justement, aujourd'hui, on est là pour faire le point, pour mettre de l'ordre là-dedans et pour bien comprendre ce qu'est un échangeur, mais aussi ce qu'il n'est pas. Salut, moi c'est Marc, bienvenue sur Le Prisme, la chaîne où on met en perspective tous les sujets qui touchent de près ou de loin aux finances personnelles et à l'investissement. Pour commencer, on va déjà rapidement mettre dans leur contexte les trois mots que je viens de citer à l'instant, à savoir la blockchain, les crypto-monnaies et les exchanges. D'une manière générale, on a une technologie qui a été inventée qui s'appelle la blockchain. Cette technologie, on l'avait vu dans une vidéo précédente, fondamentalement ce n'est rien d'autre qu'une base de données mais qui est décentralisée. C'est comme un registre décentralisé qui stocke certaines informations. La blockchain en soi, elle permet de faire plein de choses. Par exemple, la blockchain peut avoir des applications dans le domaine de la logistique et pour des questions de traçabilité. La blockchain peut aussi servir à enregistrer de manière décentralisée des titres de propriété. On l'avait vu ensemble avec les NFT. Tu l'auras compris, ce n'est pas une liste exhaustive parce que la blockchain permet de faire plein de choses, mais il y a une autre application, c'est le domaine des paiements avec les crypto-monnaies. Ne serait-ce que par rapport à ça, on voit que les crypto-monnaies font bien partie de l'écosystème de la blockchain, mais par contre la blockchain ce n'est pas que ça. Premier point, il ne faut pas faire l'amalgame entre une blockchain et une crypto-monnaie. D'une manière générale, on avait vu ensemble que les crypto-monnaies permettaient de faire des échanges de valeurs en peer-to-peer, ce qui veut dire que tu peux faire des paiements d'une personne à une autre sans aucun intermédiaire central comme une banque par exemple. Maintenant, justement, à l'intérieur de ce domaine des crypto-monnaies, on va introduire la notion des échangeurs. En anglais, on appelle ça aussi un exchange. Sur un échangeur, on peut faire tout un tas de choses et un échangeur apporte beaucoup d'utilité à l'écosystème des crypto-monnaies. Mais encore une fois, un échangeur fait bien partie du domaine des crypto-monnaies, mais en aucun cas, le domaine des crypto-monnaies est constitué uniquement et seulement des échangeurs. Là aussi, il ne faut donc pas faire l'amalgame entre les crypto-monnaies et un échangeur et encore moins entre la blockchain et un échangeur. Tout ça, ce sont bien des choses qui font partie d'un écosystème et qui sont imbriquées. On a donc bien la blockchain qui est une technologie. À l'intérieur de cela, on a une application qui est le paiement par crypto-monnaie. Et à l'intérieur de cela, on a les échangeurs. Encore une fois, un échangeur fait partie de l'écosystème de la blockchain, mais ça ne veut pas dire que s'il y a un échangeur qui se casse la figure, que ça impacte ou remet en question fondamentalement tout de suite la blockchain entièrement. C'est justement là où il faut faire très attention de ne pas faire l'amalgame entre les deux. Malheureusement, c'est un amalgame que je vois encore beaucoup trop souvent, notamment chez les personnes qui sont encore un peu novices parfois, ou alors chez mes amis des médias grand public qui ont parfois tendance à vouloir semer la panique un peu trop vite. Voyons donc ensemble maintenant ce qu'est un exchange. Déjà, on va différencier entre deux types d'échangeurs, à savoir les échangeurs centralisés et décentralisés. Dans le jargon, on les appelle souvent soit les DEX, comme Decentralized Exchange, ou alors les Centralized Exchange. Pour te citer quelques exemples et quelques noms, du côté des échangeurs centralisés, on a par exemple Binance, on a Kraken, on a Coinbase, mais on a malheureusement aussi FTX et Celsius. On reviendra dessus un peu plus tard. Du côté décentralisé, pareil, ce ne sera pas une liste exhaustive, mais on a par exemple Uniswap, on a Curve, on a DYDX. Bref, là aussi il y en a plusieurs. Globalement, on va maintenant s'intéresser aux quelques fonctions d'un échangeur. On va commencer par la fonction qui est la plus évidente, qui est celle qui permet d'échanger une monnaie contre une autre. Admettons, on a une personne A qui détient 100 dollars. Cette personne-là, elle aimerait acheter pour 100 dollars de Bitcoin. Justement, maintenant, l'échangeur va permettre de trouver une personne B qui, au même moment, a envie de vendre son Bitcoin pour 100 dollars. Ça paraît basique, mais en quelque sorte, c'est l'échangeur qui permet à la personne A et à la personne B de se rencontrer justement pour faire cet échange. Ici, j'ai pris l'exemple d'un échange entre du dollar et du bitcoin, mais on peut bien évidemment échanger tout un tas de choses. Par exemple, si tu as de l'euro, tu peux très bien l'échanger pour du bitcoin. Ensuite, avec ton bitcoin, tu peux très bien l'échanger pour de l'ether. Et ensuite, ton ether, tu peux très bien l'échanger pour du dollar et ainsi de suite. Passons maintenant à une deuxième fonction qui est celle d'une on et off ramp. J'ai fait exprès à l'instant de citer un exemple où tu échangeais du dollar contre du bitcoin. On sait tous que le monde de la finance classique avec la monnaie fiat est un monde complètement différent du monde de la crypto-monnaie. Et a priori, il n'y a que très peu d'interfaces entre les deux. Ce qu'on appelle on et off ramp, c'est justement une interface qui permet de passer d'un monde à l'autre. C'est une interface qui permet de convertir tes dollars ou tes euros en une crypto-monnaie quelle qu'elle soit. Un on et off ramp permet donc de passer de la monnaie fiat à la monnaie crypto et inversement. Parlons maintenant rapidement de la notion de création de clés publiques et privées.
Pour expliquer la notion de clé privée et de clé publique, je vais rapidement faire l'analogie avec une adresse postale. Admettons, on a ici une route au centre-ville, et tout au long de la route, tu as différentes maisons. Tu es d'accord avec moi, chacune de ces maisons a une adresse postale unique, ce qui permet au facteur de venir livrer une lettre à la bonne personne. A priori, la seule personne qui puisse maintenant aller récupérer cette lettre, c'est toi, parce que tu es le seul à avoir la clé de la boîte aux lettres. S'il y a 10 personnes qui ont ton adresse postale, il y a bien 10 personnes qui peuvent t'envoyer une lettre si elles le veulent. Par contre, il n'y a aucune de ces 10 personnes qui peut récupérer une lettre dans ta boîte aux lettres parce que toi, tu es le seul à avoir la clé pour la boîte aux lettres. Dans le monde de la crypto, c'est un peu pareil. Ce qu'on appelle une clé publique n'est rien d'autre que l'équivalent d'une adresse postale. Si quelqu'un a ta clé publique, il peut t'envoyer des fonds, il peut t'envoyer de l'argent, mais par contre, il ne peut pas récupérer ce qu'il y a dans ton portefeuille. Pour récupérer et gérer ce qu'il y a dans ton portefeuille, il te faut une clé privée. Et la clé privée, ici, dans cette analogie, c'est la clé pour la boîte aux lettres. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que si tu perds ta clé pour la boîte aux lettres, a priori, tu n'as plus accès à ta boîte aux lettres, tu ne peux plus l'ouvrir. Dans la crypto, c'est un peu pareil. Si tu perds l'information au sujet de ta clé privée, tu ne pourras plus jamais accéder à ton portefeuille. Avec ta boîte aux lettres, si jamais tu n'as pas la clé, à la rigueur, tu peux encore t'en sortir avec un pied de biche pour l'ouvrir, mais avec la crypto, ce n'est pas le cas. Une fois que dans la crypto, tu perds ta clé privée, tu n'as plus aucun moyen d'accéder à ton portefeuille. L'une des raisons pour lesquelles on dit aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de bitcoins qui sont perdus à jamais, c'est justement parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont dû perdre leur clé privée pour accéder à leur portefeuille. Et donc ces bitcoins-là seront à jamais perdus parce que plus personne ne pourra jamais y accéder. On en revient donc maintenant à nos échangeurs. Ce que j'expliquais à l'instant au niveau des clés privées, ça fait parfois un peu peur à certaines personnes parce qu'elles ne veulent pas prendre cette responsabilité. Justement, toute cette histoire de création et de gestion de clés, les échangeurs centralisés, normalement, ils gèrent ça pour toi. On appelle ça justement du custodial, parce que c'est justement l'échangeur qui gère tes clés pour toi, donc tu n'as pas à prendre ce risque de perdre tes identifiants et tes clés. Par contre, tu fais aussi confiance à l'échangeur qui gère ton argent et tes fonds correctement. Comme on l'a dit, c'est l'échangeur qui détient ta clé privée, c'est l'échangeur qui détient la clé de ta boîte aux lettres. Donc maintenant, tu fais confiance à l'échangeur qui n'aille pas faire n'importe quoi avec tes fonds qui t'appartiennent en théorie. Justement, ça m'emmène au prochain point que je vais appeler le gardiennage de tes fonds. Pour parler du gardiennage de tes fonds, on va faire l'analogie avec un coffre-fort. Admettons, on a un coffre-fort dans une banque, et dans ce coffre-fort, il y a plein de lingots d'or. Ce lingot d'or-là, il appartient à la personne A, ce lingot d'or, il appartient à la personne B, ce lingot d'or à la personne C, et ainsi de suite. Il y a bien tous les lingots d'or qui sont au même endroit, dans le même coffre-fort. C'est juste un registre, un papier stocké quelque part qui dit que tel et tel lingot d'or appartient à telle et telle personne. Admettons maintenant que la personne C veuille se débarrasser de son lingot, et la personne A veuille racheter de l'or. Dans ce cas, il va bien y avoir un échange entre la personne A et la personne C, parce que c'est bien la personne A qui va racheter le lingot d'or à la personne C. Par contre, en réalité, les lingots d'or, physiquement, n'ont pas changé de place, ils sont toujours au même endroit. C'est juste un bout de papier sur lequel on a écrit que maintenant, le lingot d'or n'appartenait plus à la personne C, mais bien à la personne A. En réalité, avec un échangeur crypto, c'est un peu pareil, sauf que là, on ne parle pas de lingots d'or, mais on parle de Bitcoin, d'Ether et d'autres crypto-monnaies. On va dire que chaque case ici sur mon Picasso correspond à un Bitcoin. Et pareil, tu as personne A, personne B, personne C, personne D, peu importe. De la même manière que précédemment, quand tu as une personne qui rachète un Bitcoin à quelqu'un d'autre, en fait, réellement, les Bitcoins restent dans la même enceinte, dans le même coffre-fort de l'échangeur. C'est juste, encore une fois, le titre de propriété qui change. Par contre, garde bien en tête que si l'échangeur il est centralisé, il détient les clés privées. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un échangeur centralisé a le plein pouvoir de faire ce qu'il veut de tout ce qui se trouve à l'intérieur du coffre-fort. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est que si tu te sers d'un échangeur centralisé et que tu laisses tes fonds sur un échangeur centralisé, tu fais fondamentalement confiance à ce que l'échangeur ne fasse pas n'importe quoi avec tes fonds et ne parte par exemple pas avec la caisse. Étant donné que l'échangeur centralisé détient les clés privées, tu n'as pas d'autre choix que de lui faire confiance si tu as envie d'utiliser ses services. De la même manière, toi tu n'as aucune visibilité sur ce qu'il y a exactement à l'intérieur du coffre-fort. À ma connaissance, et tu me diras si je me trompe en commentaire, mais il n'existe aujourd'hui pas de moyen parfait pour toi ou pour moi d'aller auditer ce qui se trouve à l'intérieur des coffres-forts dans un échangeur centralisé. Admettons un échangeur à 100 clients, et chacun de ces clients détient un Bitcoin. Donc en théorie, il devrait bien avoir 100 Bitcoins dans le coffre-fort. Ce sont bien des Bitcoins qui sont dans le coffre-fort de l'échangeur centralisé, mais qui par contre qui appartiennent aux 100 clients. Vu que toi, tu n'as aucun moyen d'aller auditer ce qui se passe dans le coffre-fort d'un échangeur centralisé, eh bien tu n'as aucun moyen de savoir s'il y a réellement 100 bitcoins dans le coffre-fort ou pas. Ce que je veux dire par là, vu que l'échangeur centralisé il détient les clés privées, il peut tout à fait, s'il le veut, prendre 50 bitcoins et en faire ce qu'il veut.
Ce qui fait qu'en réalité, il n'y aurait plus 100 bitcoins, mais bien 50 seulement. Et pourtant, tu as toujours 100 clients qui, en théorie, détiennent un bitcoin chacun. Maintenant, je te laisse imaginer ce qui se passerait si cette centaine de clients avaient envie de sortir leurs 100 bitcoins de l'échangeur. Chaque client est en théorie propriétaire d'un bitcoin, mais en l'occurrence, vu qu'il n'y en a plus que 50 dans le portefeuille, les 50 premiers seront peut-être servis, mais en tout cas, les derniers 50 n'auront rien du tout. Ils ne pourront plus retirer leur bitcoin, même s'ils sont propriétaires en théorie sur papier de leur bitcoin. Il n'y en a plus dans le portefeuille parce qu'ils n'avaient aucune visibilité sur ce qui se passait dans le coffre-fort de l'échangeur. Si jamais ça c'est un concept qui te paraît impossible, je te laisserai te renseigner sur ce qui s'est passé sur FTX, qui est un échangeur qui a fait faillite. Bon, il y a évidemment plein d'autres choses qui sont passées, mais en tout cas ça en fait partie. Justement, petite parenthèse par rapport à ce que je disais tout à l'heure en introduction. Par rapport à ce cas de FTX, c'est bien un échangeur centralisé avec des personnes malveillantes qui a fait n'importe quoi avec les fonds des clients. Ça a fait un gros scandale parce que beaucoup de personnes ont perdu beaucoup d'argent, mais encore une fois, ce n'est pas la technologie de la blockchain en soi, ni même les crypto-monnaies en soi qui ont eu un problème. C'est un échangeur centralisé qui a mal géré les fonds de ses clients. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas un problème de blockchain, ce n'est pas un problème de crypto-monnaie en soi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre l'échangeur FTX et toute la cryptosphère. Revenons encore une fois aux fonctions de nos exchanges. Je voulais encore ajouter une chose, et ça rejoint un petit peu le fait de pouvoir échanger A contre B, et c'est le trading. Quand je parle de trading, je ne vais pas aller dans le détail, mais je veux parler de toutes les fonctions avancées du trading, avec tous les produits dérivés, tous les produits avec levier, tout ça. Globalement, ce que je voulais dire par là, un échangeur te permet de faire du trading parce que tu as beaucoup de liquidités, tu as beaucoup de personnes dans l'écosystème. Autrement dit, plus tu as de personnes dans le système et plus tu as de liquidités, plus tu peux faire du trading de manière active et de manière rapide. Bref, on a maintenant vu pas mal de choses ensemble et je voulais juste encore prendre quelques instants pour faire bien la différence entre un exchange centralisé et un exchange décentralisé par rapport à tout ce qu'on vient de voir ensemble. Je vais mettre en évidence les points pour le côté centralisé en orange et pour le côté décentralisé en bleu clair. Un échangeur centralisé te permet évidemment de faire un échange de crypto-monnaies et du trading. Jusqu'ici, il n'y a pas de différence avec le côté décentralisé parce que lui aussi le permet. L'échangeur centralisé fait aussi office d'un on ou off ramp parce qu'il te permet justement d'échanger ta monnaie fiat contre de la monnaie crypto. Sur ce point, sauf erreur, et si jamais je me trompe, tu me diras en commentaire, je ne connais pas d'outils décentralisés qui permettent de faire du on ou off ramp de manière aussi efficace qu'un échangeur centralisé. Ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, que l'échangeur centralisé sait mieux faire que l'échangeur décentralisé. Ensuite, pour la création de clés, on avait déjà vu, c'est du custodial, donc c'est vraiment l'échangeur qui gère les clés pour toi. Du côté décentralisé, l'échangeur ne fait rien du tout. C'est non custodial, c'est-à-dire que c'est à toi seul de gérer tes clés. Pour tout ce qui est du gardiennage, on l'a vu ensemble, l'échangeur centralisé fait le gardiennage de tes crypto-monnaies. Par contre, on l'a vu ensemble, tu n'as pas d'autre choix que de faire confiance. C'est certainement un confort et une simplicité pour la personne novice. Par contre, comme on l'a vu à l'instant, tu n'as pas d'autre choix que de faire confiance à l'échangeur centralisé et on a vu ce que ça pouvait donner avec FTX. Je ne suis pas en train de dire que tous les échangeurs centralisés sont aussi mal gérés que FTX. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en réalité, on ne le sait pas. On n'a pas d'autre choix que de faire confiance. Du côté décentralisé, en ce qui concerne le gardiennage, l'échangeur ne fait rien. On l'a vu ensemble, c'est toi qui es responsable de tes clés, c'est toi qui es responsable de ton portefeuille, et c'est aussi toi qui es responsable de ton propre coffre-fort. Tu as donc cette liberté d'agir, tu as ce côté permissionless parce que personne ne peut t'interdire de te servir de tes cryptos comme tu le veux, mais par contre tu as aussi la responsabilité qui va avec. Parce que si jamais tu perds tes clés privées, tu n'as pas de service client que tu pourrais appeler qui pourrait t'aider à les récupérer. C'est vraiment toi qui es le seul responsable de tes clés privées. Avant de conclure, je voulais qu'on prenne un peu de recul sur ce qu'on vient de voir. Si on se rappelle maintenant des origines du Bitcoin et des raisons pour la création de la blockchain, c'était justement pour se détacher et se rendre indépendant de tout organe centralisé. Quand on se sert d'un échangeur centralisé pour échanger des crypto-monnaies, paradoxalement, on retombe quand même dans cette dépendance d'un organe centralisé, à savoir l'échangeur. On l'a vu à l'instant, même si tu es en théorie et sur papier censé être le seul propriétaire de tes cryptos qui sont stockés sur un échangeur centralisé, en l'occurrence, tu n'as pas d'autre choix que de faire confiance parce que tu n'as aucun moyen d'aller vérifier toi-même. Un échangeur centralisé, il a certes quelques avantages, notamment le on et off ramp qui te permet d'échanger de la monnaie fiat contre de la crypto-monnaie. Par contre, si tu achètes une crypto-monnaie comme le Bitcoin sur un échangeur centralisé, le Bitcoin étant par définition le symbole de la décentralisation, en réalité, tu ne participes pas au monde de la décentralisation parce que tu es toujours dépendant d'une instance centralisée, à savoir l'échangeur. Comme d'habitude, il n'y a pas de conseil sur cette chaîne, je ne suis pas en train de te dire d'utiliser un type d'échangeur plutôt qu'un autre. Par contre, je suis en train de te demander d'être conscient de ce qu'est un échangeur centralisé et de ce qu'il n'est pas.
Si tu es dans la cryptosphère purement et uniquement pour la spéculation, alors peut-être qu'un échangeur centralisé pour toi peut avoir du sens. Dans ce cas, le risque lié à la centralisation doit justement faire partie de ta gestion des risques de manière générale. Par contre, si tu es dans la cryptosphère pour le côté philosophique, voire même idéologique, peut-être que tu devrais te renseigner un peu plus sur le côté décentralisé des échangeurs, qui répondra peut-être plus à tes attentes. Après, rien ne t'empêche de te servir d'un système hybride qui combine le meilleur des deux mondes. Tu peux très bien te servir d'un échangeur centralisé pour faire ton trading ou ton achat de crypto-monnaies. Et derrière, rien ne t'empêche de prendre ces crypto-monnaies que tu as achetées sur l'échangeur centralisé et de les sortir sur ton wallet, qu'il n'y a personne d'autre qui gère que toi. Bref, voilà donc ce que je voulais voir aujourd'hui avec toi. Et s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est la chose suivante. Comme on l'avait dit en introduction, il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre blockchain, entre crypto-monnaie et entre échangeurs. C'est pas parce qu'il y a un échangeur comme FTX qui fait n'importe quoi que c'est directement la faute de la technologie de la blockchain qui est derrière. C'est pas parce qu'un échangeur centralisé comme FTX fait n'importe quoi avec les fonds de ses clients que le Bitcoin ou autre est automatiquement une arnaque. Ça, c'est justement l'amalgame que mes amis des médias grand public aiment bien faire pour faire peur. Un échangeur a fait n'importe quoi, donc directement, c'est toute la cryptosphère qui n'est rien d'autre qu'une arnaque. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si cette vidéo t'a plu, tu le sais à présent, un abonnement et un like, ça aide énormément la chaîne et en plus de ça, ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires ou qui mériteraient d'être complétées, n'hésite pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, encore merci et je te dis à la prochaine sur le Prisme.